est 18 h, bonsoir à tous, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Accès Direct pour une petite heure d'actu et de rencontres. Dans ce numéro du mercredi 27 février, de l'économie, de la créativité, de la lecture et de l'info, bien sûr avec le JT à 18h30. Nous parlerons économie avec la vice-présidente de la région, Annabelle André-Laurent, aide aux commerçants, budget, échéance électorale. Nous ferons le point dans quelques secondes. L'illustratrice Pauline Essay-Crayon sera avec moi dans cette émission pour parler de son métier, de son parcours et de son univers. Une interview qui devrait intéresser Vincent Poirier de BDFUG comme chaque mois et bien nous présenter ses derniers coups de cœur. La part belle est faite aux femmes dans cette sélection, nous le verrons. Mais avant, comme chaque soir, on attaque avec les titres du JT. Salut Clémence. Salut Fanette. Et on va parler du salon de l'agriculture, évidemment, qui se tient en ce moment à Paris. Évidemment, comme tu dis, donc là c'est Juliette Vincent-Seigné et Victoria Lopez qui sont sur place et qui sont allés à la rencontre d'un agriculteur de l'Avent Pays Savoyard qui est apparemment très habitué du salon. Et puis, scout un jour, scout toujours. Scout un jour, scout toujours. Alors, vous avez fait peut-être partie des scouts de montagne de Chambéry quand vous étiez enfant. Alors, moi non, mais... Justement, du coup, tu vas pouvoir je suis curieuse de voir comment ça se passe. Voir ce que tu as peut-être raté, du coup. Donc, effectivement, ils s'entraînent régulièrement pour mettre en pratique ce qu'ils ont appris. On parle notamment de la survie en montagne. Et donc, nous sommes allés à leur rencontre. Ils sont en Maurienne en ce moment. Eh ben merci Clémence, on te retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. J'accueille mon invité pour parler économie, Annabelle André-Laurent, la vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée à l'économie et aux entreprises. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Avec plaisir. Alors, le début d'année 2019 a été marqué par la poursuite de la mobilisation des Gilets jaunes, un peu partout en France et dans la région. Mi-décembre, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, avait estimé que les troubles liés aux Gilets jaunes pourraient faire perdre à la France 0,1 point de croissance au 4e trimestre. La région n'a pas été épargnée. Est-ce qu'on a une idée de l'impact sur Auvergne-Rhône-Alpes de la mobilisation? En termes de PIB ou en tout cas de croissance, pas vraiment, pas encore. Par contre, on nous a remonté un grand nombre de commerces, indépendants, d'artisans, qui ont souffert dans leur chiffre d'affaires, dans leur développement économique, de mi-novembre à peu près, jusqu'à encore maintenant, surtout les samedis. On sait que les commerçants font leur chiffre d'affaires en grande partie le samedi quand les gens font des courses et en période de Noël. On a certains commerçants qui nous ont remonté des baisses de chiffre d'affaires de moins 70% sur la période, donc énorme, avec un impact. Les chambres consulaires nous ont remonté un impact. On parle de plusieurs centaines de commerçants réellement impactés qui sont au bord du dépôt de bilan. Donc c'est extrêmement important. Alors répartis sur Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Grenoble, surtout les grandes villes où les manifestations ont, un peu plus dérapé, où il y a eu beaucoup de dégradation. Mais sinon, tous les commerçants ou un bon nombre de commerçants ont été impactés. Mais pas que les commerçants, puisqu'on a aussi des industriels qui fabriquent des jouets, qui vendent des jouets, des plateformes logistiques aussi, qui ont aussi été impactés par les manifestations, et ça, très lourdement encore, et sur tout le territoire de la région. Et donc 8 millions d'euros d'aide débloqués, comment ça va se passer pour ceux qui souhaitent bénéficier de cette aide? Très facilement, très facilement et très simplement. Nous, on a une vision de l'économie où il faut, de la politique économie en général, où il faut qu'on soit extrêmement simple. Le chef d'entreprise, quel que soit son domaine d'activité, n'a pas le temps d'aller chercher des aides. Quand il a besoin d'une aide, c'est tout de suite et il faut que ça soit extrêmement simple. On a une approche aussi où on travaille avec tous les partenaires du monde économique, dont les chambres consulaires. Et là, tous les commerçants, soit affiliés, soit au CMA, soit au CCI, donc Chambre des métiers et de l'artisanat, soit aux chambres de commerce. Donc c'est le premier interlocuteur. Et les chambres de commerce nous font repasser les dossiers qui font 3-4 pages. Très simple, on va pouvoir aider les commerçants qui ont été impactés, comme on le fait déjà, mais un peu plus facilement encore, avec soit des aides directes pour compléter une vitrine qui a été cassée. L'assurance ne rembourse pas forcément tout, où il y a des dégâts à l'intérieur qui ne sont pas pris en compte. On va pouvoir aider avec jusqu'à 10 000 euros le commerçant qui est impacté pour qu'il puisse faire ses travaux et continuer à travailler. Et on sait que beaucoup de commerçants qui n'ont pas fait de chiffres ont des problèmes de trésorerie, de besoin de fonds de roulement. Et là, on va pouvoir, avec les banques, toujours, on ne remplace pas le privé, mais on donne le petit coup de pouce. On va garantir des prêts à taux zéro qui peuvent être conséquents. C'est 6 millions de prêts à taux zéro que nous allons garantir. C'est 2 millions de subventions directes que nous allons mettre en place pour aider nos artisans. On voit certains magasins qui n'ont plus la trésorerie pour pouvoir acheter les collections du printemps ou de l'été ou pour pouvoir payer les fournisseurs. Il faut qu'on puisse continuer dans l'activité. Nous, notre rôle,
c'est d'essayer de leur simplifier de la vie et de les accompagner. On tient à ce que nos commerçants restent dans nos centres-villes, on tient à ce que nos artisans continuent à travailler. C'est la force vive de notre territoire, c'est aussi le lien social de notre territoire, c'est extrêmement important. Avec d'ailleurs des plans pour soutenir les centres-villes, il y a eu des signatures. On a depuis très longtemps, depuis le début du mandat, fléché des sommes conséquentes, c'est 300 millions d'euros, pour accompagner nos commerçants, nos artisans, à rénover déjà leurs points de vente et aussi les collectivités, pour que les collectivités puissent accompagner le premier commerce, des fois dans certains villages, le dernier commerce, pour qu'on puisse garder ce lien-là. C'est aussi, lorsqu'on aide un boucher qui s'installe dans un village, c'est aussi du savoir-faire, c'est aussi de la tradition, c'est aussi un lien sur l'agriculture derrière, sur les circuits courts. C'est une aide qu'on fait aussi à la population de nos villages, ou de nos villes, ou de nos cœurs de ville. Donc voilà l'approche qu'on a, nous, globale. On s'intéresse à nos territoires, on s'intéresse au développement économique, à nos savoir-faire, et on veut garder ça qui fait la richesse d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est extrêmement important pour nous. Alors, le budget 2019 a été voté le 20 décembre dernier, un budget de plus de 3,8 milliards d'euros. Quelle place pour l'économie dans ce budget-là? Alors, c'est compliqué de répondre tel quel, puisque l'économie, moi, mon budget, le budget directement économie, industrie, artisans, commerçants, économie sociale et solidaire, c'est 150 millions d'euros. Mais lorsqu'on parle d'économie, on parle d'agriculture, on parle de tourisme, on parle de différentes, j'allais dire, ou différentes compétences. Donc c'est près de 300 millions d'euros en tout si on prend, j'allais dire, les différentes lignes budgétaires des différentes délégations. Mais au-delà du budget qui est conséquent, le budget économique est important, mais la façon dont on gère la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est là-dessus qu'il faut aussi se focaliser. On a fait 13% d'économies sur les frais de fonctionnement, 300 millions d'euros d'économies sur les frais de fonctionnement. Nous avons diminué notre dette de 3%, c'est presque 100 millions d'euros de dette en moins pour redonner de la capacité, j'allais dire, d'investissement à la région. On va investir sur les territoires 4 milliards d'euros auprès des collectivités en construisant, en rénovant des lycées, sur les gares, sur la sécurité, sur l'aménagement du territoire, sur la montagne. C'est 4 milliards d'euros qui vont être fléchés. Lorsqu'on investit sur les territoires, en expliquant qu'il faut, tout en respectant la loi, faire travailler les entreprises du territoire. C'est de l'incitation, ou en tout cas c'est une aide au développement économique. Les investissements publics créent de l'emploi ou maintiennent des emplois sur notre territoire. C'est aussi pour ça qu'on gère correctement la région, pour redonner un peu de dynamisme et un peu de souffle aux entreprises qui travaillent sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'il y a un secteur qui va être privilégié, fléché particulièrement quand on parle d'économie là, sur l'année 2019 et les années à venir? Les économies ont été faites. On avait 300 millions d'euros d'objectifs sur la durée du mandat. On les a déjà atteints. Donc là, c'est soutenir aussi les différents secteurs d'activité qui ont besoin d'être soutenus. Lesquels, par exemple? L'industrie, par exemple, c'est un des secteurs qu'on soutient, j'allais dire, avec beaucoup de volonté, avec tous les partenaires, encore une fois, du monde économique. Il va y avoir Global Industrie la semaine prochaine. On a territoires d'industrie sur lesquels on s'implique, puisque la région est pilote de territoires d'industrie. Mais on a aussi toutes les aides qu'on a mises en place pour accompagner nos industriels dans la transformation de leur outil de production. On parle d'industrie du futur, industrie 4.0. C'est comment on aide nos industriels pour qu'ils puissent rénover le parc de machines, pour que les parcs de machines soient numériques, digitales, comment aussi ces nouvelles machines consomment moins d'énergie, moins de matières premières. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour j'allais dire aussi, l'économie ou le dynamisme de l'entreprise. Et puis on accompagne l'industrie aussi dans tout ce qui est nouveaux modes de management. On voit qu'il y a une nouvelle génération qui ont des approches du travail un peu différentes. Donc il faut qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse, j'allais dire, on est des matchmakers, je ne sais pas si on peut dire ça, mais faire en sorte que ces nouvelles générations puissent trouver leur place dans l'industrie, c'est extrêmement important. Et faire qu'on puisse aussi accompagner dans l'évolution des compétences les personnes qui sont actuellement en poste dans l'industrie. Donc avec de nouvelles formations sur les données, sur le digital, multi-compétences aussi. C'est vraiment accompagner nos industriels avec une vision à 360 degrés, très simplifiée, pour que ces industriels se développent sur notre territoire, créent de l'emploi, de la richesse, mais aussi attirer de nouveaux industriels sur nos territoires. Voilà, nous sommes la première région industrielle de France, 500 000 emplois dans l'industrie. Une grande entreprise française, une ETI sur deux, est en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons 2000 entreprises de taille intermédiaire sur notre grande région, maillées sur tout le territoire. Donc c'est un point essentiel.
L'industrie, c'est vraiment un des focus. On a vu qu'on accompagnait aussi les commerçants, les artisans, mais l'industrie, c'est un des focus, c'est la production. Et lorsqu'une industrie innove, on travaille là sur la croissance de demain. Donc on veut que notre territoire soit toujours le meilleur demain. Et on en reparlera la semaine dernière, puisque vous l'avez dit, il y a le Salon Global Industrie qui se tient à Lyon, 2500 exposants, on ira y faire un tour, donc on aura l'occasion d'en reparler. Il nous reste une poignée de secondes, un mot. Il y a 2 échéances électorales qui arrivent, très proches, les élections européennes au mois de mai, élections municipales en 2020. Vous êtes étiqueté Les Républicains, est-ce que vous tiendrez un rôle dans l'une ou l'autre de ces élections ? Écoutez, de toute façon, nous sommes dans une dynamique collective. Vous me demandiez tout à l'heure si j'avais toujours l'étiquette républicaine. Je suis fidèle à ma famille politique et fidèle aux personnes avec lesquelles je travaille depuis toujours. Donc oui, je tiendrai un rôle, mais à la fois en tant que militante aussi, républicaine, et puis aussi pour expliquer, on parle beaucoup de grandes élections. Si on revient sur les Républicains, moi j'aimerais que tout le monde puisse savoir le bon travail qui est fait à la région aussi par notre président de région, Laurent Wauquiez. Nous sommes la première région de France en termes de gestion. Nous avons encore eu une Marianne d'or sur le budget, sur l'environnement aussi, et la bonne gestion et le bon fléchage des budgets. Nous sommes une des régions les plus dynamiques. Nous sommes la première région, en tout cas fusionnée, dont les résultats et la gestion budgétaire a été saluée par la Cour des comptes et par des agences privées comme Standard & Poor's. C'est là-dessus qu'il faut qu'on juge les politiques, c'est sur les résultats. Et oui, je tiendrai des places dans ces élections en tant que militante, mais aussi en tant qu'élue, et comme tous les élus devraient d'ailleurs s'engager sur une étiquette avec des convictions et sur une famille politique. Eh ben, merci beaucoup. Merci vous l'avez évoqué, l'agriculture est un des secteurs économiques forts de la région. Victoria Lopez et Juliette Vincent-Seigné étaient au Salon de l'Agriculture aujourd'hui à Paris. Elles nous ont proposé un live Facebook en milieu de journée. Je vous propose d'en regarder un tout petit extrait. On va suivre la jeune femme qui a reçu le prix pour sa vache, donc la meilleure mamelle. Bonjour, donc bravo pour ce prix. Comment on se sent après avoir reçu ce prix? Beaucoup d'émotions, parce que ça a été quand même du travail et c'est toujours la surprise d'être choisi. Ça fait plaisir, ça nous rend fiers. Et alors comment elle s'appelle cette grande gagnante? Lolotte. Lolotte. Et alors vous venez d'où? Donc de Haute-Savoie, du plateau de Gaveau à Saint-Paul-en-Chablais. Et alors comment on se prépare à un tel concours comme celui-ci? Eh bien, on la prépare, on la tond, on la fait belle, on lui donne bien à manger pour qu'elle soit bien grosse le jour du concours. Et on s'entraîne à la faire marcher comme il faut pour qu'elle présente bien au moment du défilé. Voilà, un live à découvrir en intégralité sur notre page Facebook. Merci beaucoup d'être venue sur le beaucoup. plateau, Annabelle André-Laurent. Plaisir, Merci. au revoir. Au revoir. J'accueille maintenant Clémence pour une rapide revue de presse. On va commencer avec une conséquence inattendue, si je puis dire, du réchauffement climatique. Inattendue et terrible, Fanette. J'ai très peur. Effectivement, la consommation de bière est-elle menacée par les changements climatiques? C'est ce qu'indique en tout cas une étude publiée par Nature Plants. La multiplication des vagues de chaleur et de sécheresse notamment devrait plus régulièrement toucher la production d'orge. L'orge qui est le principal composant de la bière. Et il faut le rappeler, la bière, c'est la boisson la plus populaire du monde. Son prix pourrait être multiplié par 7 d'ici 2100. Alors, si l'orge est menacée, les autres cultures le sont tout autant, très logique. Alors, si vous n'êtes pas ému, vous, du sort de la planète, peut-être le serez-vous davantage du sort de la bière. Un argument de plus. Et puis un mot de justice. Oui, alors l'association de défense de la langue française en Pays de Savoie vient de déposer un recours contre Grand Annecy. On avait reçu le président, Oui. vous le voyez en photo sur le plateau d'Accès Direct, le 18 octobre dernier pour être précise. Alors pourquoi en cause la marque du territoire Annecy Mountains? Alors désolé, mon accent so-british n'est pas très au point. Alors l'association lutte contre l'emploi abusif des termes anglais. C'est une véritable chasse aux anglicismes finalement qui se glisse de plus en plus dans la langue française, ça on le sait. Et elle demande, je cite cette association, de faire cesser l'emploi de cette marque par l'agglomération et l'Office du tourisme et le retrait des délibérations actant la participation financière de l'agglomération et la promotion de cette marque. Alors, protéger la langue de Molière, oui, mais y a-t-il pas des moments où les anglicismes peuvent servir à faire connaître peut-être un peu plus au-delà des frontières le patrimoine français? C'est la question que je me pose en tout cas. Et que le tribunal devra trancher.
On se tiendra au courant, bien C'est ça, sûr, évidemment. informé de ça. Et toi, Fanette, tu nous parles de la protection des oiseaux sur le domaine skiable des Trois-Vallées. Voilà, avec une convention inédite qui a été signée il y a quelques jours entre les stations des Ménuires, Val Thorens, Méribel, Courchevel et différents acteurs de l'environnement et de la protection des espèces. Elle vise à mieux protéger 3 oiseaux en particulier, le tétralyre, le lagopède alpin et l'aigle royal. En fait, ces 3 espèces peuvent être perturbées par les domaines skiables, la présence de skieurs, etc. Donc il y a des études qui vont être menées, des balises déposées, des captures pour mieux comprendre les habitudes des oiseaux, les répartitions des espaces, disons. Ça va être un travail fait sur 3 ans et c'est une première. Et donc c'est à lire dans la Tarentaise Hebdo. C'est une bonne nouvelle quand même. Une bonne nouvelle. Et maintenant, la marche pour nous toutes. Voilà, elles avaient déjà organisé un rassemblement au mois de novembre dernier à Annecy. Et là, rebelote, le 9 mars prochain. Donc le départ sera donné devant l'hôtel de ville d'Annecy à 14h. Donc c'est le collectif Nous Toutes 74 qui organise cette marche. Le code couleur, c'est le violet. Et donc là, ce sera au lendemain de la journée pour le droit des femmes. Donc on espère y voir beaucoup de monde, des femmes et des hommes. Oui, surtout, qu'il y ait les deux. Rendez-vous est pris, donc. C'est ça. Merci Clémence, je te retrouve tout à l'heure. J'accueille maintenant Pauline Robillard, illustratrice. C'est le choix de la rédac. Bonsoir. Alors, j'ai utilisé votre nom civil, mais vous êtes connue sous le nom de Pauline et ses crayons aussi. Vous êtes illustratrice, notamment, ce qu'on va en reparler, installée à Montmain, sur les hauteurs du lac d'Annecy. Alors, vous exprimez d'abord à travers la conception de jardin, puisque vous êtes architecte paysagiste. 2 carrières menées de front, si je puis dire. Oui, alors déjà disons, le dessin, ça ne m'a jamais quitté depuis l'âge où j'ai su tenir un crayon dans le bon sens pour écrire sur une feuille ou dessiner. Et puis j'ai fait mes études à l'école du paysage de Versailles, donc du coup je suis affublée du titre d'architecte paysagiste. Et la vie a fait que j'ai changé un petit peu de région à droite à gauche en suivant aussi un peu des amoureux, faut le dire, ça aide à changer de région. Et j'ai atterri ici dans ma région qui devient ma top one, parce que c'est la région du fromage. Et vous prêchez une convaincue. Et que c'est quand même ma passion. Et du coup, voilà, pour arriver dans une nouvelle région, avec ce métier-là, c'est pas évident, parce qu'il faut faire confiance à des entreprises qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est du coup en arrivant à Montmain, dans mes petites montagnes, que ma sœur m'a dit « Mais Pauline, tu dessines depuis toujours, ça fait aussi partie de ton métier de paysagiste que de communiquer par le dessin. Et pas que en faisant des plans, des coupes et puis des margelles de trottoir et des terrains plantés. » Et elle m'a dit « Montre ce que tu fais aux gens, surtout que tu es inspirée par la région, par le côté un peu rigolo du sport, de la nature, du fromage, on en reparle. » Et donc j'ai commencé un peu à communiquer comme ça. Et puis ça a pas mal pris. Et puis c'est une jolie façon de parler d'un territoire duquel on est tombé amoureux. Donc voilà. Parce que c'est ce que j'allais vous demander, qu'est-ce qui vous inspire? On retrouve un peu vos créations, donc il y a un atelier boutique qu'on retrouve à Montmain. On retrouve votre création sur plein de supports différents, avec plein de thèmes différents aussi. Qu'est-ce qui vous inspire quand vous prenez le crayon? Disons que j'avais envie aussi de faire vivre mes dessins, parce que mon petit personnage qui indirectement me ressemble un petit peu et se permet de faire les bêtises et les idées un peu débiles que j'ai, qui me passent par la tête. J'ai eu envie de les faire vivre sur des supports. Du coup, j'ai investi dans des presses pour pouvoir marquer moi-même mes supports et puis donc créer des petites collections. Ouais, je fais tout dans mon petit atelier là-haut dans la montagne. Ouais. Et donc, un thème de prédilection, il y a des choses, par exemple, que vous n'aimez pas du tout dessiner? J'en sais rien parce que je les ai encore pas dessinés du coup. J'aime bien parler des moments de la vie, des trucs qui parlent à tout le monde, du matin au réveil avec la tronche en biais, au fantasme de se baigner dans un caclon fondu. Et puis voilà, je fais pas mal de portraits de famille, je dessine les gens m'envoient leurs photos, puis je les renvoie tous, voilà, un peu comme ça, en mode de photo de classe, tout bien souriant. Voilà, puis c'est quand j'ai une idée dans la tête et puis que je sais pas forcément la communiquer par l'oral, bien que j'aime bien parler, ça sort par le crayon avant, et puis voilà, je communique comme ça pour plein de choses. Mais non, il n'y a rien que j'aime pas dessiner. Bah, tant mieux. Ouais. Vous l'avez dit, vous avez toujours dessiné. À quel moment c'est devenu une possibilité d'en faire votre métier, ou en tout cas une partie de votre métier? Eh bien, c'est avant tout pour moi une boîte à outils géniale, parce que ça permet de communiquer. Même quand je faisais mes études de paysagiste, quand il y a des choses qu'on ne sait pas écrire, moi je ne suis pas très bonne écrivain, c'est-à-dire que je fais pas mal de fautes d'orthographe et je ne sais pas super bien écrire sur le papier, poser sur le papier des choses par écrit.
Et quand j'ai compris que le dessin, c'était un moyen de communication et de faire passer des idées et des envies, bah, je me suis dit pourquoi pas. C'est surtout ma sœur, hein, c'est Marie qui m'a dit mais fais-en un métier, un deuxième métier, parce que ça se complète. Et puis étonnamment, je me suis installée en plein milieu de la nature pour dessiner. Donc le paysage me quitte jamais. Je continue à faire des études de jardin en parallèle et faire des petits dessins pour des jardins privés. Et puis, oui, la nature ne quitte jamais vraiment mes dessins. Sur l'inspiration du lac, j'ai créé une petite marque de baigneuse du lac, forcément inspirée du paysage qu'on voit depuis le col de la Forclaz, là où je suis. Et puis l'hiver, les skieuses des Alpes, voilà, on n'est jamais loin de la montagne, jamais loin du lac, jamais loin du paysage. Donc voilà, j'ai développé ça pour allier les deux. Alors, on a vu une photo de votre atelier. Vous y organisez des ateliers. Ouais. Bien vu. Avec notamment des petits. C'est important de transmettre votre passion, parce que manifestement, ça en est une. Ouais. C'est important de transmettre aux petits et aux grands, mais là, en l'occurrence, aux petits. Oui, je fais pour les petits et puis les un peu plus grands. Ah, j'ai aussi des très pour les grands grands. d'ailleurs qui me demandent, qui disent mais nous, on aimerait bien avoir un peu des petits cours. Oui, je propose des ateliers le mercredi après-midi dans mon petit bout de boui là, pour transmettre aux enfants l'envie de s'exprimer. Alors tout le monde dit oui, mais moi je sais pas dessiner. En fait, c'est pas savoir dessiner, c'est savoir communiquer. Donc que ce soit avec un gros crayon ou un petit feutre fin, voilà, c'est s'exprimer quoi. Donc je fais ça dans les écoles aussi, et puis j'en accueille des privilégiés, on va dire, parce que ce petit lieu il est magique. Le mercredi, ouais, quelques petits enfants. Et puis, vous nous avez fait un petit clin d'œil, on va le voir, je pense. Donc, je vous remercie, puisque voilà, vous avez fait une spéciale dédicace à Accès-Direct. Donc, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et puis, donc, je redonne vos sites internet, Pauline et sescrayons.fr. Dernière question, vous lisez un peu de bande dessinée ou pas? Bah oui, évidemment. Forcément. Un univers en particulier? Moi, bêtement, c'est les Tintins et les Astérix de la bibliothèque de ma grand-mère. Oh, la base. Merci, Grady. On va demander à Vincent si c'est la base. Mais bon, après, il y en a forcément d'autres. J'ai la honte de dire que ceux-là. Eh ben, ne manquez pas la chronique de Vincent, parce qu'il y a plein de belles choses à découvrir. Je juste à côté, voilà. je regarde. Merci beaucoup à vous d'être merci venu sur le plateau. Merci à bientôt, bien. au revoir. On reste donc dans le dessin, les belles histoires avec Vincent. Salut Vincent. Salut Fanette. Alors tu nous as fait un beau cadeau, puisque tu as fait une sélection avec plein de parcours de femmes. Oui, mais c'était même pas fait exprès en fait, au mais départ. je prends quand même comme un cadeau. C'était dans les très bonnes lectures du moment, et puis c'est après que j'ai réalisé qu'effectivement les femmes étaient au cœur de tout ça. Et je pense qu'elles sont au cœur de tout d'ailleurs naturellement. Hein. Mais, ça, à qui le dis-tu? Donc on va commencer avec Speak. Donc il y a un roman graphique inspiré d'une histoire vraie, une histoire pas évidente. Je vais écorcher le nom, sûrement Laurie L. Sanderson. C'est ça. Pas dit mieux. Donc c'est son histoire. C'est son histoire. Elle l'avait déjà écrit. Ça a été mis en image par Émilie Carroll. Et c'est un sujet qui n'est pas facile à aborder, puisque on découvre assez vite, on comprend assez vite que le cœur de tout ça, c'est un viol. Un viol où notre personnage principal, elle avait 15 ans et elle a subi lors d'une soirée un viol sur lequel, j'ai envie de dire presque par chance, on reste assez discret. Ouais. Parce que ce qui est important, c'est pas de voir, c'est plutôt de comprendre ce que ça déclenche. Et ce que ça déclenche, c'est un mutisme total, une extraction de la vie, de la société, puisqu'elle n'arrive plus à communiquer, elle n'arrive pas à exprimer ce qui s'est passé. Ce soir-là, ça a mis fin à la soirée, tout le monde lui en veut, parce que personne ne sait ce qui s'est en réalité passé. Et c'est les conséquences. Il y a l'acte lui-même, il y a l'horreur, j'ai envie de dire, de l'acte lui-même, mais ce n'est pas que ce moment, c'est aussi le après. Et donc c'est l'histoire de, on l'espère, potentiellement une reconstruction derrière tout ça, en retrouvant la parole et en s'exprimant, parce que je pense qu'il est important de s'exprimer dans ces conditions. Et elle s'est associée à une femme pour ce travail-là, Émilie Carroll. Oui. Donc deux femmes avec des dessins assez doux. Oui, c'est ça. Même dans la façon de mettre en page, c'est très illustratif. Ça nous permet effectivement, même si c'est du noir et blanc avec des touches de gris, ça nous permet effectivement d'avoir quelque chose qui respire malgré presque le côté claustrophobique de la pression psychologique de l'histoire. Et c'est une lecture qui est très très forte, alors assez difficile à conseiller à la librairie. C'est vrai que c'est difficile de dire, tiens, je vous conseille ça, ça parle de viol. Et en même temps, en réalité, on est tous concernés par ce qu'il y a dedans. Alors j'espère pour des bonnes raisons sur le principe, mais parce que cette demoiselle, elle se retrouve rejetée des autres,
qui ne sont pas conscients de ce qu'elle vit, mais qui vont juger sa façon de s'extraire du quotidien et qui vont faire presque une tête de turc d'ailleurs. Et je pense qu'il est important à un moment de se poser aussi la question de ceux qui nous entourent avant de les juger et de taper dessus bêtement. Et donc, Spic aux éditions Rue de Sèvres. Voilà. Alors, une autre femme, Jane, un peu plus léger, si je... Oh bah, oui, heureusement d'ailleurs, dire ça parce comme qu'il y a un ça. moment... Oui, mais parce qu'il y a quand même de l'intrigue, disons. Oui, il y a une vraie intrigue, et puis l'intrigue n'est pas si légère que ça dans son contenu. Alors, Jane c'est Jane Eyre, hein, l'adaptation du roman culte de Charlotte Brontë, mais retransposée maintenant. Donc on oublie l'ambiance victorienne de l'Angleterre, on est avec cette jeune femme qui va devenir la nounou d'une petite fille dont les conditions ne sont pas tout à fait simples, plutôt même en fait très mystérieuses. Un père très absent, très fruit de fantasmes plutôt sordides, puisque son absence nous laisse penser qu'il est mêlé potentiellement des choses bizarres. Enfin, on a du mal à le cerner. On sent qu'il y a quelque chose derrière tout ça qui est assez dérangeant. Et malgré tout, c'est raconté presque là aussi de façon assez légère. On s'attache tout de suite au personnage principal. On s'attache, nous et la petite fille. C'est vrai que tout le monde lui annonce qu'elle va tenir une semaine grand maximum, et puis elle s'accroche, elle tient bon. Et elle va découvrir des choses, effectivement, qui vont être pas si évidentes que ça. Donc pas léger au sens complet du terme, quand même. Hein. Il va y avoir des événements un peu surprenants, un peu abrupts, et un très très bon développement tout du long. Et avec des pages, on en a vu passer quelques-unes, avec des grandes pages, avec un univers assez doux aussi, très... Voilà, j'ai bien aimé. Bon, il m'avait semblé. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est un titre qui, dans son dessin, dans sa construction, passe extrêmement bien. On est captif tout de suite, on se laisse prendre, on s'attache, on se questionne et on tourne les pages sans même s'en rendre compte. Celle qui adapte, la scénariste, vient du cinéma. On la connaît pour Le Diable s'habille en Prada, ce genre de film où effectivement, elle connaît la mécanique. C'est la première fois qu'elle fait de la bande dessinée, mais elle adapte extrêmement bien son écriture au médium bande dessinée. Et voilà, donc très très bonne lecture, coup de cœur à la librairie. Eh ben, coup de cœur aussi pour moi. Isola ensuite. Alors là, c'est un univers qui me parle un petit peu moins. Celui-là, pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas lu. Donc tu vas te débrouiller tout seul. Isola. Isola, on est dans une fantaisie, de l'heroic fantasy qui va avoir un charme, une construction qui va nous faire penser à Miyazaki, qui va nous faire penser à Avatar, qui va nous faire penser à en fait tout un mélange de références culturelles du fantastique, tout en ayant sa propre identité. Il y a un travail graphique qui est extrêmement fort. Les pages sont toutes plus belles les unes que les autres, et c'est vrai que en lecture, ça prend une dimension incroyable. Et le tigre qu'on voit en couverture et tout du long, est en fait une reine qui a été transformée en tigre, et c'est une quête de cette Isola, cette île peut-être mythique qui pourrait être la solution pour recouvrer son corps de reine. Et on croirait un chevalier au premier abord, c'est une femme qui l'accompagne, qui la protège, et on se rend compte qu'il y a des ressorts assez inattendus dans leur relation et toute cette construction. Et c'est un tome 1, donc... c'est un tome 1 plus que prometteur. Ouais. Et puis, alors ça, les connaisseurs, si je puis dire, donc c'est Isler aux éditions Glénat, saga familiale qui se poursuit avec... alors, j'ai attaqué par celui-là, donc voilà, mais ça, on peut rentrer dedans, déjà. Bon. Donc, c'est bon. Bon, et puis j'espère que ça t'a donné envie de te dire, tiens, mais il manque des choses, il faut que je découvre depuis le début. Sambre, ça fait 30 ans que ça existe. C'est précurseur du romantico-gothique. Ces nuances de noir, de rouge. Le rouge est très présent pour les yeux de la famille Sambre, pour les cheveux aussi. C'est des touches qui viennent se rajouter au noir de l'histoire, mais un noir qui n'est pas oppressant, qui est assez fascinant. L'aspect romantique est omniprésent derrière tout ça. C'est une saga familiale, effectivement, qui a un historique particulier qui va être poursuivi d'année en année, de période en période, de génération en génération même, puisque tout un arbre généalogique a été créé par l'auteur. Il y a la série mère, donc désormais 8 volumes, il y en aura 9. On est tout proche de la fin de
de cette collection, mais il y a aussi toute une saga familiale qui s'est développée par d'autres séries complémentaires où on découvre l'antériorité, les origines de cette famille. Et si on veut rencontrer l'auteur, ça se passe le samedi 9 mars à BD Fugue. Oui, puis en plus un rendez-vous moi que j'attends avec impatience parce que ça ne va pas être une entre guillemets simple séance de dédicace. Il va d'abord y avoir une véritable rencontre publique avec l'auteur où il parlera bien mieux que moi de cette série, où il expliquera 30 ans de création, d'où ça vient. Il s'est beaucoup inspiré de sa propre histoire pour la raconter. Et ensuite, ça sera suivi d'un rendez-vous un peu plus intime avec une signature personnelle pour chaque lecteur. Et donc, on donne rendez-vous samedi 9 mars à partir de 15h. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Fanette. Merci bien pour cette sélection. On passe très rapidement au rappel des titres et on commence avec le Salon de l'Agriculture. Le Salon de l'Agriculture, on va retrouver Juliette Vincent-Seigné et Victoria Lopez qui sont sur place et qui ont rencontré un agriculteur de l'avant Pays Savoyard qui connaît bien le salon, lui. Et puis, on ira à la rencontre des jeunes scouts. À la rencontre des jeunes scouts. Alors, si vous l'avez été jeune scout quand vous étiez enfant, ça va vous rappeler des bons souvenirs. Du coup, oui, effectivement, c'est des jeunes scouts de montagne de Chambéry qui mettent en pratique tout ce qu'ils ont appris. Et cette fois-ci, c'est en Maurienne. Restez avec nous tout de suite, c'est le JT.